Salut, et si l'on parlait de vaincre ou mourir? Bonjour Hugo, bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour Gilles. C'est mercredi 25 janvier que sort Vaincre ou mourir, le premier film produit par le Puy du Fou et réalisé par Vincent Mottet et Paul Mignot. 1793, voilà 3 ans que Charette, ancien officier de la marine royale, s'est retiré chez lui en Vendée. Dans le pays, les promesses de la Révolution française laissent place à la désillusion pour une partie des paysans nostalgiques de la royauté. Ils vont alors faire appel aux jeunes retraités pour prendre le commandement de leur rébellion. Et en quelques mois, le marin désœuvré va devenir un vrai leader et un fin stratège, entraînant à sa suite paysans, femmes, vieillards et enfants. Le Puy du Fou, parc d'attractions théâtrales aux mises en scène grandioses et multi-récompensé dans le monde entier, se lance dans le cinéma en créant sa société de production Puy du Fou Film, afin de faire comme Disney, produire des films dérivés de leur spectacle. Et c'est donc avec Vaincre ou mourir que démarre cette nouvelle aventure pour le Puy du Fou. Le film est co-réalisé par Paul Mignot, qui est ici plus pour le côté technique de la réalisation, et Vincent Mottet, qui est lui, et là, pour le côté historique. Et il est d'ailleurs scénariste du film. Le film est aussi porté par un casting impressionnant, avec en tête d'affiche dans le rôle de Charette, Hugo Becker. Nous avons ensuite Rod Parado, Gilles Cohen, Constance Gay, Anne Serra, Olivier Barthélémy, Grégory Fetoussi, Jean-Hugues Anglade et Damien Jouiron. Il y a quelques jours, j'ai pu m'entretenir en interview avec le co-réalisateur et scénariste Vincent Mottet, les acteurs Hugo Becker et Gilles Cohen et l'actrice Anne Serra. Vincent, première question. Comment ce projet fou est né entre cette histoire de Charette et le Puy du Fou? L'histoire de Charette et du Puy du Fou, c'est une histoire ancienne. Enfin, de raconter l'histoire de Charette avec le Puy. De raconter l'histoire. Alors, c'est né de l'idée du Puy du Fou de se lancer dans la production cinématographique à travers cette société de production Puy du Fou Film. Et ils se sont dit assez naturellement, assez spontanément, ils ont cherché le plus mauvais. En fait, ils se sont dit, c'est notre premier film, on s'inspire de notre spectacle qu'on fait depuis des années qui fonctionne très bien. Comment le gâcher? Comment foutre en l'air ce spectacle qui marche pourtant très bien et l'adapter en film en le changeant vraiment fortement, mais il faut prendre quelqu'un vraiment suffisamment mauvais pour réussir que ça ne marche pas. C'est pour ça qu'ils voulaient faire un biopic sur Hugo Becker. Et moi finalement, je leur ai proposé un biopic sur Vincent Mottet. Ouais. C'est pour ça que j'ai les favoris et les moustaches. Et c'est ton projet, hein. Vous rigolez, mais c'est bientôt sur les écrans. Oui, ça va marcher. Non, en réalité, ils sont allés voir effectivement des gens, ce qui est assez intéressant. Après, j'arrête mes conneries, je te laisse parler, mais ils sont allés voir des gens qui. Moi, je n'étais jamais allé au Puy du Fou, je ne connaissais pas l'histoire de Charette, je ne connaissais pas bien du tout l'histoire des guerres de Vendée. Vincent, j'ose espérer que oui, sinon ça aurait été compliqué. Mais ils sont allés voir quelqu'un qui, ils se connaissaient absolument pas. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Parce qu'ils ont monté une société de production et ils sont allés chercher des gens comme Paul Mignot aussi, de ce casting, Gilles Cohen, Rod Parado, Anne Serra, enfin je ne vais pas tous les citer mais je devrais, Olivier Barthélémy, Francis Renaud, Jean-Hugues Anglade, qui sont tous des gens, je trouve ça très intéressant parce que ça ne va pas être facile quand on a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, de laisser les autres s'approprier cette histoire. Voilà, je dis juste ça parce qu'on l'a quasiment jamais dit en interview. Et en fait, je me rends compte. Et c'est vrai, d'autant plus que dans la culture du Puy du Fou, ils ont cette culture do it yourself. Ils aiment bien faire les choses eux-mêmes, apprendre sur le tas. Et c'est vrai qu'ils parlent anglais aussi. Voilà, c'est aussi. Et ils hésitent à externaliser, ils aiment bien apprendre. Sauf que là, ils se sont dit, on va quand même aller chercher des talents extérieurs et moi pour ma part ils sont venus me chercher sans savoir que c'est un peu un hasard en fait, c'est une heureuse coïncidence que je connaissais très bien le sujet de la guerre de Vendée, que j'ai beaucoup étudié parce qu'il me passionne à titre personnel, mais c'est sur la base de mon profil puisque j'ai fait beaucoup de sujets d'histoire, romans graphiques, livres d'histoire et documentaires. Ils se sont dit bon voilà, il y a les deux pieds fiction et documentaire puisque c'était un peu le projet initial, c'était comme ça qu'ils m'avaient identifié. Mais c'est vrai que la première conversation téléphonique que j'ai eu avec Nicolas Devilliers était amusante parce qu'il m'a dit tu connais Charette, et je lui ai dit rien ne se perd jamais monsieur du tac au tac, parce que c'est une des phrases emblématiques de Charette. Il m'a dit ah oui donc tu connais effectivement, et c'est parti comme ça, et à partir de là il y a eu une équipe qui s'est constituée. C'est vrai que les choses, je dois le dire, se sont accélérées à partir du moment où on a eu l'insigne honneur d'avoir un acteur de talent comme Hugo Becker. Oh c'est super gentil, mais c'est vrai. Donc l'objectif du Puy du Fou Production, c'est d'adapter leur spectacle au cinéma. Donc du coup, toi, tes contraintes scénaristiques, est-ce que tu en avais par rapport où il y avait des choses à respecter, à prendre du spectacle, qu'il fallait qu'elles reviennent à l'écran, ou tu as eu carte blanche? Non, j'ai eu carte blanche. Je dois dire qu'on m'a laissé vraiment proposer une idée, un scénario sans aucune contrainte. C'est vrai qu'il y a le spectacle du Dernier Panache qui est un vrai succès au Puy du Fou.
alors qui reprend peut-être aussi le passé de Charette, son passé en tant que... Le film n'a rien à voir. Non, Enfin, moi, moi, le film n'a rien à voir. j'avais pas vu le spectacle avant volontairement. Et je me permets parce que ça a plus de valeur, je pense, toujours quand on parle de soi, c'est toujours un peu emmerdant. Mais le dernier Panache, moi je l'ai vu après volontairement, tout le monde m'en parlait sur le tournage, l'ensemble des figurants, etc. Mais je prenais les idées de tout le monde, mais le spectacle en lui-même, et les idées et la façon dont il voit l'histoire, etc., ça c'est enrichissant. Le spectacle en lui-même, ça peut être dangereux. On peut se retrouver à reproduire et ne pas s'approprier. Et je trouve qu'en fait, après l'avoir vu, il n'y avait aucun risque. Ouais. Puisqu'en fait, le film, il est très différent. Il est d'ailleurs complémentaire. Il ne s'intéresse pas exactement aux mêmes périodes, aux mêmes choses, aux mêmes personnages. Non mais c'est vrai, c'est pas du tout développé de la même façon. Il ne traite pas pareil, c'est-à-dire dans un spectacle du Puy du Fou, parce que bon, ça réunit un très large public, et puis par la dimension, par essence spectaculaire, il y a quelque chose de très, de très flamboyant, de très... On ne rentre pas dans les personnages. Nous dans Vaincre ou mourir, on se différencie parce qu'il y a aussi, c'est un film un peu dur, il y a une certaine noirceur, il y a des moments très angoissants, c'est pas forcément dans l'ADN du Puy du Fou. Et voilà, c'est pour ça que je trouve qu'il peut y avoir des points de comparaison, il y a des petits clins d'œil. On est moins tout public. Oui, il y a des petits clins d'œil parce que... au final, il le reste, je trouve, quand même. D'ailleurs, ils n'ont pas eu d'interdiction à partir de 8 ans. Non, il est tout public, je crois. Il est tout public. Il est tout public, mais malgré tout, c'est vrai que l'âme du film est différente parce qu'elle est plus psychologique, elle est plus... par moments, forcément, c'est un film, on a beaucoup plus la capacité de resserrer et du coup d'aller dans le détail des choses, d'aller dans leur noirceur, comme dans leur flamboyance, comme dans comme dans le côté spectaculaire qu'elles peuvent avoir. Moi je trouve qu'il est... Et puis même la période n'est pas la même. Enfin, l'histoire, la façon, le récit lui-même, la narration n'est pas la même. Et même le traitement de Charette, c'est-à-dire qu'avec le film, on a vraiment voulu rentrer dans ces cas de conscience, dans ces contradictions. C'est pas du tout une hagiographie. Hein. D'ailleurs, il y a une phrase du film où il dit « Je suis loin d'être un saint ». On n'a pas du tout éludé ces côtés un petit peu délicats de Charette, où il est amené à faire des choix qui vont à rebours de ses principes moraux, ses valeurs de charité chrétienne notamment, où il est obligé... c'est-à-dire qu'il prend la décision au moment de fusiller des prisonniers, il emmène dans son sillage des jeunes gens qui sont promis à une mort certaine, donc c'est quand même une grosse responsabilité. Et ça, c'est vrai que dans le film, on l'exploite beaucoup, cette intériorité, cette introspection de Charette, où il se dit, mais est-ce que je dois faire ça? Est-ce que ça correspond à l'homme que je veux être, à mes principes? Et voilà, on n'a pas cherché justement à cacher, au contraire, on a plutôt essayer de tirer des aspérités pour ne pas du tout en faire un personnage lisse. D'ailleurs, et c'est pas manichéen du tout. Oui, du coup, c'est vraiment l'écueil qui a été évité. Moi, je sais que c'était quelque chose qui était très important pour moi également. Mais c'était assez simple, encore une fois, puisque c'était très important pour Vincent et pour Paul. Justement, qu'il y ait un équilibre, que ce personnage-là, on voit ses travers. Il y a une phrase qui dit « La guerre apprend à devenir ce qu'on n'est pas ». C'est vraiment raconté via le parcours de Charette, et en même temps le rien ne se perd jamais, qui est aussi une phrase un petit peu marquante du personnage. Elle est presque reliée au personnage de Travaux qui est dans le camp adverse, c'est à dire que ça rend ce personnage là en face noble, et ça prouve bien que dans les deux camps il y a des gens qui sont de valeur. Donc je trouvais que ça c'était assez ce qu'on ressent pas trop dans le spectacle. En toute honnêteté, on n'a pas le temps en fait. Non, on n'a pas le temps. Nouvelle aventure pour le Puy du Fou, qui se lance dans la production de cinéma. Comment vous avez été approché pour ce projet un peu faramineux comme ça? Un peu hors norme. Ouais. Moi je connaissais Paul Mignot, le réalisateur, avec qui j'avais déjà tourné et que je remercie de m'avoir proposé ce rôle de Marianne. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée sur le projet et que j'ai rencontré toute cette petite famille. Et moi, en fait, c'est Hugo Becker qui m'a branché sur ce projet. On s'était déjà croisés il y a quelques années, on s'appréciait. Et puis je l'ai croisé 2 ou 3 mois, je crois, avant le début du tournage, et il m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit, pas grand-chose. Alors il m'a branché sur ce rôle, et je disais qu'il m'avait un peu choisi, parce qu'en réalité, je joue le rôle de son ami et de son bras droit dans le film. Et je pense qu'il avait un peu envie d'avoir pour partenaire les autres aussi, bien sûr, mais en général d'armée, quelqu'un dont il avait l'affection peut-être, ou l'amitié. C'est une belle histoire. Ah ouais. Et comment toi, Hugo, t'es arrivé sur le projet du coup? Eh bien, moi j'ai été contacté par Paul Mignot et par Vincent,
donc qui étaient tous les deux co-réalisateurs du film, et Vincent en était l'auteur. Et je dois reconnaître qu'au début, j'ai lu l'histoire, je trouvais ça fascinant parce que je ne la connaissais pas, c'est une histoire méconnue. Je me dis c'est toujours intéressant de faire quelque chose d'hors du commun, un peu en dehors des clous. Mais en même temps, il y a peu de films historiques pour une raison simple, ce sont des films qui coûtent cher. C'est des films qui sont compliqués à produire et on a vite fait de faire quelque chose qui ne soit pas à la hauteur de nos exigences ou de nos ambitions. Donc j'ai quand même hésité au début. Et puis j'ai vu leur passion, leur ambition également. Et ils ont commencé ils avaient filmé quelques images, etc. Je voyais la force des images qui avaient été produites. Je me disais, waouh, quand même. Et ils m'ont expliqué que le Puy du Fou avait des moyens aussi importants en termes de décor, qu'on tournerait en décor naturel, qu'on aurait accès à un certain nombre de figurations, à une équipe de cavaliers qui pourrait nous faire les cascades, les entraînements d'équitation, etc. Tout ça, au bout d'un moment, et je me suis dit, en fait, ce que ne dit pas Vincent, parce que forcément, il est humble et c'est tout à son honneur, mais il est aussi auteur de bandes dessinées. Moi, j'ai évidemment regardé ce qu'ils avaient fait. Et je voyais bien qu'il y avait c'était des gens qui avaient une vision esthétique et artistique, c'était des gens qui aimaient qui aimaient le cinéma, qui aimaient aussi leur sujet dans le sens où ils étaient heureux de faire un film historique. Et donc ils avaient un respect pour ça. Et Paul Mignot, c'est quelqu'un qui a une esthétique visuelle extrêmement forte et brillante. Enfin, c'est quelqu'un qui est très doué là-dedans. Et ça, c'est vraiment indéniable. Et donc, je me suis dit qu'en fait, ces talents-là réunis, je me dis, ils sont très complémentaires. Je ne vous l'ai pas dit, mais je me dis, non, ils sont très complémentaires sur ce sujet-là, parce que ça reste un premier film pour eux. Et donc, justement, sur un premier film, il y a des écueils qui peuvent avoir lieu. Mais si on est complémentaires, en fait, l'un risque de corriger les écueils de l'autre. Puisqu'il y en a un qui est historien et l'autre qui est très visuel, très graphique. Ça peut donner quelque chose d'assez intéressant, d'assez explosif. Et donc, ensuite, j'ai rencontré les gens la production au Puy du Fou et les gens sur place qui étaient d'une bienveillance, d'une gentillesse et d'un engagement où je me suis dit, c'est quand même des gens qui ont très très envie de faire quelque chose de fort et de beau. Et du coup, ça m'a donné très envie. En plus, c'est assez rare d'avoir accès à ce genre d'entraînement, de pouvoir s'entraîner en tant qu'acteur, à l'équitation, aux cascades, au sabre, etc. D'incarner un personnage historique, c'est une responsabilité, mais c'est aussi un honneur, c'est une joie, parce que c'est des personnages extrêmement puissants. Donc tout ça réuni, au bout d'un moment, plus ce sujet effectivement méconnu, je me suis dit, bon, il faut foncer, parce que en réalité, des films comme ça, il y a peu de gens aujourd'hui qui ont le courage d'y aller. J'avais fait un film qui s'appelle Le Dernier Voyage, qui est un film de science-fiction. Et merci beaucoup, c'est cool. Et c'était pareil, c'était un vrai défi de monter ce film-là. Et avec Romain, on était main dans la main. Et je me suis dit, est-ce qu'avec Vincent et Paul, on peut être main dans la main ? Et je me suis vite rendu compte que oui, également. Et faire un film historique après avoir fait un film de science-fiction avec des fusées et des voitures volantes, je trouvais que c'était un joli pied de nez aussi. Je trouvais ça. Et s'impliquer, s'investir dans un personnage qui était aussi loin d'un astronaute fugitif à un général des guerres de Vendée. Et c'est assez rare en fait, des films comme ça. Et donc il faut les pousser, même si c'est une petite brique, même si on le fait avec humilité, même si c'est un film hybride, etc. Si on le fait à fond, tous, il va en sortir quelque chose. On ne peut réussir les choses que si on est obsédé par ces choses-là, obsédé par une idée, par une envie, par une ambition de faire quelque chose de bien, quelque chose qui nous parle. Et cette obsession, elle doit être constante. Et chanter cette obsession un peu dans toute l'équipe. Et le casting aussi, qui a été réuni, c'est que des gens passionnés, hyper impliqués, tout ça. Et donc bref, tout ça a fini par me convaincre, bien avant qu'on ait le casting, hein, mais je veux dire, c'est aussi ces éléments-là. Et puis la figure de héros, je trouve qu'on a besoin de ça. Même s'il y a des failles, même s'il y a et même s'il n'est pas le seul héros du film, même dans le camp opposé. Mais tout ça m'a convaincu et je me souviens avoir dit à Paul et Vincent, bon ok on le fait, parce que là ça paraît, tout ça paraît tout à fait normal, mais au tout début il y a un document de 120 pages qui est parfois un peu brouillon, parfois un peu passionnant, pas un peu, parfois passionnant, et en même temps on se dit mais qu'est-ce qui va en sortir ? Et on montre des images, on discute, etc. Mais c'est le syndrome, c'est le syndrome des débuts. Et donc je me rappelle leur avoir dit bon ok, il y a un truc qui m'a aussi plu, c'est qu'ils étaient convaincus et insistants sur le fait que je joue ce personnage.
ça, c'est toujours quelque chose qui travaille. On se dit, c'est pas pour rien. Après, si on ne le sent pas, il faut pas y aller. Mais ça s'explique pas, c'est de l'instinct. Mais donc là, je me rappelle leur avoir dit, bon, il y a deux conditions. Il y a deux conditions, bon, je le fais, mais un, on fait une bombe, et deux, on fait une bombe. Voilà. Et c'était un truc qu'on s'est répété beaucoup pendant le tournage, parce que il n'y a rien de pire que de faire un film. En fait, pour les futurs, pour ceux qui ont envie de faire des films historiques, comme on a fait le dernier voyage avec Romain, oui, on a peu de moyens, mais on doit se battre au maximum, parce que c'est vraiment pas bien si on empêche ceux qui suivent avec un mauvais exemple. Ça, c'est nul, quoi. Voilà. Donc ça, c'était un truc qui me préoccupait, qu'on fasse le max avec ce qu'on pouvait. Et honnêtement, je sais que tout le monde s'est dépassé, à donner le maximum. Et aujourd'hui, après, c'est à vous, c'est aux gens de juger du film, et nous, on est humble par rapport à ça. On sait aussi voilà, comment on l'a fabriqué, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que je trouve qu'il y a, dans ce film-là, il y a, tout comme dans le dernier voyage, c'est des films qui ont du souffle, ils ont quelque chose, parce que l'implication des gens et la façon dont ils sont faits avec le cœur. Voilà. Et ça se sent forcément. Et je pense que ça a sans doute dû être le cas aussi pour le dernier voyage, mais un des paradoxes de cette affaire, c'est qu'une certaine forme d'inexpérience a été une force. C'est-à-dire que, hormis Hugo qui a beaucoup d'expérience, mais on est quand même assez novices, tous novices, que ce soit Paul, moi ou la production, c'était le premier film. Mais si on avait une grande expérience, peut-être qu'on se serait mis des freins, on aurait eu des pudeurs en disant mais attends, ça on va pas pouvoir le faire. Mais je pense que on a eu cette espèce de naïveté en disant voilà, on a envie de le faire comme ça, allez on le fait, ce grain de folie qui nous a donné beaucoup d'énergie. Et Hugo, il l'a aussi, même s'il a plus d'expérience que nous, mais il est très fonceur, il n'a pas peur de l'obstacle, et donc on s'est dit allez on y va sans se poser trop de questions en fait. Et c'est cool, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est un peu fou. C'est ce que me disait Gilles, il me disait que des fois il proposait des trucs, attends je vais voir la production, je vais voir si c'est possible à faire, et puis hop, c'était rajouté. Et c'est la phrase de Mandela, ils ne savaient pas que c'était impossible, du coup ils l'ont fait. Bon, toute proportion gardée, dans une moindre mesure, mais en tout cas ça traduit un peu l'esprit, c'est-à-dire qu'effectivement certaines choses, on disait bon, on le faisait sans se poser de questions, et finalement grâce à cette énergie, on trouvait des ressorts, on trouvait des idées, des astuces pour accélérer les choses, pour mutualiser des scènes, pour gagner du temps en fait. Ouais. Alors, il faut toujours une certaine folie. Et c'est vrai, il faut toujours une certaine folie, parce qu'en fait un projet quand il démarre, il n'y a pas grand chose. Il faut toujours, sur ce genre de projets là qui restent artisanaux, c'est pas une énorme, voilà, c'est un premier film de producteur, depuis du fou film, premier film de réalisateur, c'est quand même, voilà, il faut avoir du courage, quoi. Bien sûr. Un peu et ça c'est sûr que ça demande un peu une folie, et j'ai l'impression qu'en fait ça permet aussi des discussions et une simplicité. C'est quand on a peut-être plus de contraintes, on est obligé d'être simple. Et quand on est simple, en fait, on bénéficie des idées des autres beaucoup plus facilement, dans un sens comme dans l'autre. Le dialogue se fait c'est très fluide, et il n'y a pas de blocage, de choses qui ralentissent. Je pense que ça a aussi été une défense. Et je dirais que même le sujet lui-même nous a donné cette force, c'est-à-dire que, et à commencer par Charette, c'est-à-dire que finalement les Vendéens, ils avaient des fourches, des bâtons, et ils allaient quand même au mastic contre les armées régulières. Ils se sont dit bon, on va y aller quand même, Charette le premier, en trouvant justement des ruses, des tactiques. Nous voilà, on avait 3 semaines et 3 minutes de budget, mais on s'est dit on va y aller quand même en trouvant d'autres ressources. C'est ça, on a 3 semaines pour tourner, on va pas se préparer pendant un mois, on va se préparer pendant un mois et demi, ou pendant 2 semaines, mais on va se préparer plus, on va trouver d'autres façons de rendre ces choses-là possibles. Non, mais c'est des belles aventures, même collectivement avec l'ensemble du casting, ça crée des liens assez fous. Alors vous, Anne, vous jouez le rôle de la sœur de Charette, qui, en fait, elle ne veut pas prendre part au conflit, mais dans l'ombre. Elle y prend part, voilà. Mais dans l'ombre, en tout cas, elle s'occupe du camp de base, et puis c'est elle qui va quand même l'amener aux négociations. Du coup, comment vous avez approché votre rôle? Est-ce que vous vous êtes renseigné sur elle? Ah bah oui, je pense qu'on n'interprète pas un personnage qui a existé sans faire des recherches et
sans se renseigner un petit peu sur qui on va interpréter. Puis surtout, je trouve que c'est une énorme responsabilité de jouer quelqu'un d'existant. Donc oui, j'ai fait des recherches qui quand même ont été assez courtes parce qu'il n'y a pas grand-chose. Heureusement qu'il y avait Vincent, le co-réalisateur et scénariste, qui était là sur le plateau, à qui je pouvais poser aussi énormément de questions. Et puis en fait, je pense que je l'ai construit j'ai pas essayé de chercher à me dire que c'était un personnage d'époque, mais en me disant voilà, quelles sont ses qualités, qu'est-ce qu'elle fait. Donc oui, tu l'as dit, elle n'est pas sur le terrain, elle se bat pas, mais en revanche, elle est là à chaque fois au moment charnière. Et c'est elle qui dit à Charrette, bon, maintenant tu vas aller te battre, et puis ils ont besoin de toi, donc vas-y, arrête de déprimer, sors. et voilà, enfin, à sa manière, c'est quand même une femme politique et une femme de tête. Ouais, c'est vraiment c'est le backup de l'ombre de son frère, et elle est là dans les moments les plus importants de cette bataille, en fait, jusqu'au bout. Oui, pour moi, c'est ce qui représente aussi la famille, la solidité de la famille. C'est-à-dire que elle est autant conseillère que soutenante, que oui, elle lui amène le traité de paix et elle le fait briller. Donc c'est je pense, un de ses piliers, Charrette. Et vous, Gilles, vous jouez donc le bras droit de Charrette, Jean-Baptiste de Coetus, donc vous êtes le général en second. Et votre personnage, en fait, il est un peu pris entre deux choses, faire la guerre et pour ses convictions, mais aussi protéger sa famille. Oui, sa famille au sens large, même, parce que je pense que lui, il n'est pas vraiment dans une optique vaincre ou mourir, il est dans une optique on se bat. Et puis on voit comment on peut trouver un terrain d'entente, on voit comment on peut concilier, faire de la diplomatie, faire de la géopolitique, arriver à fédérer. C'est d'ailleurs l'histoire de France, c'est une fédération de plusieurs mouvements qui fait qu'il y a une république qui naît. Mais donc lui, il n'est pas dans l'idée de... Il n'a pas l'âge, je dirais, il a plus d'expérience. Il n'a pas le même âge que Charrette, il a plus de... Je dirais moins de... Il a autant de fougue, autant de passion, mais je dirais... Et il lui dit à un moment dans le film d'ailleurs. Il a plus de distance. Moi, j'ai essayé de faire un personnage à distance, voilà, qui avait du recul sur les choses et qui n'était pas engagé, qui était très engagé, mais plutôt en étant un petit peu comme les généraux, quoi. Enfin, D'ailleurs, lui a l'intelligence de ne pas aller jusqu'au bout. Malheureusement pour lui aussi, enfin, on ne va pas dévoiler. Voilà. Mais à la différence de Charrette qui lui perd tout, votre personnage sait s'arrêter à un moment où il a commencé à perdre certaines choses et il sait s'arrêter à ce moment-là. Non, moi je me suis laissé porter par ce projet, parce qu'il y avait déjà tellement de gens qui connaissaient tout, qui connaissaient d'une façon complètement obsessionnelle, passionnelle, l'époque, les costumes, les portes, les rideaux, les machins, que moi je me suis si vous voulez, je me suis dit, bon alors vas-y, laisse-toi faire, quoi. Mais en général c'est ma technique, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de techniciens, beaucoup de gens connaisseurs. Donc un acteur, c'est quelqu'un qui arrive un peu, bon, tu veux que je sois comme ça, il n'y a pas de problème, je fais le taf, quoi. Alors, j'ai toujours l'image, vous voyez, en pensant à ce film d'époque, j'ai pensé à ça tout à l'heure, j'ai toujours l'image d'un film qui s'appelle Le jour le plus long, qui est un film connu sur le débarquement, avec Robert Mitchum, qui est un acteur que j'adore, je ne me comparerai pas du tout à lui, vraiment loin de là, mais il débarque sur la plage à 2 à l'heure, comme ça, au Omaha Beach, avec un cigare, c'est pas du tout l'attitude d'un vrai général de guerre. Mais c'est tellement cinématographique et héroïque que... Même au début du film, Charrette dit, voilà, moi je suis un soldat sur l'eau, je suis pas un soldat de terre. Il n'a pas envie d'y aller en fait au début. Qu'est-ce qui va basculer, qu'est-ce qui va le faire changer d'avis comme ça? Ce qui va le faire changer d'avis, c'est sans doute la conscience du fait qu'on ne peut pas échapper à son destin. Cette armée de paysans qui vient le chercher dans la cour de son manoir, c'est plus qu'une c'est plus qu'une meute de paysans, c'est son destin qui vient le tirer de sa torpeur dans son manoir en lui disant tu vas pas rester là à te morfondre, tu vas t'illustrer sur la grande scène de l'histoire. Et sans doute que lui doit en avoir conscience à certains égards. On le sent dans ses phrases prophétiques, dans ses serments. Il voit beaucoup plus loin que cette guerre, il voit très bien qu'il doit accomplir son devoir d'abord en tant que membre de la noblesse, mais aussi un destin, c'est le destin qui le rappelle. Et moi, ce que je me suis raconté à travers l'histoire et à travers le scénario, et ce que j'ai pu lire, voir et entendre des historiens, parce qu'ils ont fait un documentaire avec des historiens aussi en parallèle du film, où il y avait Jean-Clément Martin, il y avait Renal Sécher, il y avait un certain nombre d'historiens assez passionnants, autant les uns que les autres d'ailleurs.
Et je me suis dit, en fait, c'est mon interprétation, mais il y a peu de moments dans une vie où on fait des grands choix. Il y en a peu. Et ces moments-là, quand on en a souvent conscience, on sait que à ce moment-là, ce choix-là, il va être déterminant et soit jusqu'à la fin de notre existence, soit pendant une longue période de notre vie, ça va avoir un impact dans notre quotidien, dans notre façon de vivre, de voir les choses, de sacrifier tout notre temps pour ci ou pour cela. Et j'ai le sentiment, et en tout cas moi c'est ce que j'ai essayé d'insuffler, il est à la retraite, officier à la retraite, etc., un peu désabusé, un petit peu, passe son temps à chasser, à boire, à faire un peu comment s'occuper de son fils quand il a 5 minutes, parce que il a une vie légère, quoi. Et puis il préfère se désintéresser des problèmes. Et puis à un moment donné, il se dit, j'ai le sentiment qu'il se dit, en fait, je peux et je dois, si je peux, je dois, et je peux avoir un rôle à jouer, donc je dois le faire. Mais il sait très bien que ce rôle-là, c'est un aller simple. C'est un aller simple. Et en tout cas, moi, une fois que j'avais compris ça, j'avais compris certaines choses du personnage. Et je crois que c'est pour cette raison-là qu'il y va, c'est qu'il a conscience qu'il y a certains moments où il y a des grands choix à faire qu'on ne peut pas passer à côté. Il faut avoir le courage de les faire, ces choix-là. Et puis il y a un truc aussi, c'est qu'en fait, malgré son statut de notable, en fait, il sait faire que ça. Oui, il est fait pour ça. Ouais, mais ça, je suis pas sûr, parce que je pense qu'il y aurait quelque chose. Il y a des gens qui sont faits que pour une chose. Vaincre ou mourir. Oui. Enfin voilà, quand tu vois ton adjoint qui lui au bout d'un moment se rend compte, quand il commence à avoir des pertes, il dit stop, j'arrête. Bah j'arrête, non, il va jusqu'au bout, quitte à tout perdre. Parce qu'il a fait ce choix-là. Voilà. Ce choix-là, il en a d'ailleurs fait un serment. Il en a fait un serment et c'est ce qui est aussi plaisant, parce que ça nous rappelle à nos existences et aux choix qu'on fait nous-mêmes. C'est évident, quand on voit quelqu'un faire un choix de façon aussi radicale, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir toujours, parce que c'est comme ça qu'on donne du sens, moi je trouve. Et je pense que c'est ce qui s'est dit aussi. Ouais. Si je dois donner du sens à mon existence, c'est maintenant. Et je dois faire ce choix-là pour donner du sens. Sinon, le reste, ça n'a pas de valeur. Justement, la bataille de Vendée, donc, qui a été une bataille quand même très importante, elle a fait aussi apparaître, Anne, les Amazones de Charlotte. Oui. De Charlotte. La fatigue. Tout comme votre personnage, on s'aperçoit que dans cette bataille, les femmes ont eu un rôle quand même très important. Ah bah oui. Et là, pour le coup, effectivement, elles sont sur les champs de bataille et elles y vont, et elles y vont sacrément. D'ailleurs, clin d'œil à Constance Gay et Dorca Copin qui excellent dans le rôle. Et oui, je pense que c'est important aussi, enfin, c'est ce que j'aime dans ce film, c'est que les femmes ont une place. Alors, évidemment, on parle de Charrette. Il y a toute une galerie de personnages secondaires. Et dans ces personnages secondaires, il y a des femmes qui font ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, c'est-à-dire qu'elles font la guerre, elles montent sur des chevaux, et il n'y a pas spécialement de place aux amourettes ou aux histoires d'amour comme on l'entend. Et c'est chouette aussi d'avoir un film où on sort un peu des sentiers battus et les femmes ne sont pas là que pour amener le côté glam. Oui, et puis surtout, c'est qu'elles s'imposent. Et elles sont nécessaires. Voilà, ouais. Non, mais c'est qu'il y a Parce une que vraie prise. Ce qu'il faut dire, c'est que l'armée de Charrette n'est pas une armée de professionnels. C'est non, c'est l'armée d'un peuple. C'est l'armée Ouais. de paysans, de gens qui sortent de chez eux pour aller se battre, avec des armes qui ne sont pas les mêmes que les autres. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que quand on la voit arriver dans la tente et qu'elle montre son arme en disant non, vous Ah n'avez oui, pas c'est compris. ça. Oui, j'y vais y aller, que vous le vouliez ou non. Voilà. Je me moque un peu d'elle. Exactement. Il y a il y a un vrai parti pris. Ouais. Donc est-ce que ça, par exemple, le réalisateur, est-ce que ça a été modelé, romancé, ou c'était vraiment quelque chose Ah non, c'est des personnages historiques. Hein. Adélaïde de la Rochefoucauld a vraiment existé. Alors oui, mais est-ce que dans la prise de position, dans la prise de combat, etc., est-ce que C'était vraiment volontaire que oui, les femmes sachent se battre, et elles ont eu le même entraînement que tous les autres comédiens, et elles y sont allées, et sacrément. Donc oui, je pense que c'était une vraie volonté qu'elles soient
un pied d'égalité et qu'elles se battent tout autant et qu'elles soient pas là pour la romance. Elle faisait du cheval d'une façon extraordinaire. Elle monte sans selle en Amazon, justement. C'est une vraie cavalière. Sur ces scènes de combat, ce que j'ai apprécié, alors déjà elles sont époustouflantes, elles sont dingues, mais surtout c'est qu'il y a une vraie violence à l'écran. Est-ce que ça c'était important pour l'équipe, pour vous, pour le réalisateur, de faire transparaître cette violence et cette réalité sanglante en fait qu'il y avait à l'époque? Est-ce que comment vous la... C'est plus un problème d'une réalité sanglante. Vous savez, c'est plus une histoire de metteur en scène que d'acteur, parce que nous on nous dit tu prends l'épée, tu coupes la tête, on ne sait pas comment c'est fait. On ne sait pas si ça va être très violent ou pas violent, on fait juste notre travail. Mais après je pense qu'il y avait une vraie volonté de montrer les choses, et en même temps je trouve qu'elles sont... C'est pas trash, c'est suggéré, ça reste quand même cinématographique, on n'est pas dans du morbide. Donc je trouve que la frontière est fine, mais c'est vrai que l'époque était plus que violente. Oui, bien sûr. C'était... Les Colonnes infernales, c'est clair. Et du coup, au niveau du tournage, donc vous avez tourné une partie au Puy du Fou, c'est ça? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu carte blanche sur la partie des décors, etc. Ça a été, Non, mais... Parce que faut le dire aux gens qui regardent la vidéo, c'est que... Vous savez, un tournage, c'est quelque chose de très pragmatique. C'est comme quand vous arrivez chez quelqu'un et vous lui dites « ta cuisine, elle est belle il faut voir comment c'était quelques semaines auparavant. C'est des trucs qu'on perce, qu'on colle, qu'on décolle. Nous, on a des souvenirs, mais la réalité, c'est peut-être pas celle qui est là. Il y avait surtout beaucoup d'énergie, de passion dans ce tournage. Je pense que ce qui est important à dire, c'est qu'on a tourné tout ça en 18 jours. Et c'est ça, ça s'est fait dans l'urgence quand même. 18 jours, c'est même pas le temps d'un téléfilm. Normalement, c'est 21 jours. Et encore, c'est très court. Donc, ça a été effectivement très intense. On a eu des répétitions avant, heureusement au Puy du Fou, où on a pu fédérer l'équipe. Et je pense qu'il y a une énergie globale et générale de toutes les équipes, pas que des comédiens, mais parce que tous les techniciens ont travaillé d'arrache-pied, les cascadeurs, mais même les costumières. Ça a été mais c'est ça qui est impressionnant pour le film. Colossal. Donc il y a eu effectivement une vraie énergie de groupe et de cohésion qui a permis de rendre ça réel en 18 jours. Après, effectivement, c'est pas nous qui l'avons créé, et nous on est juste des comédiens, et sur le oui, il y a une partie qui a été tournée au Puy du Fou, et après il y a eu d'autres décors, mais l'essentiel a été tourné là-bas, et les décors correspondaient. Et du coup, dans cette partie historique comme ça, parce que c'est une reconstitution et qui en plus est inspirée d'un spectacle du Puy du Fou, qu'est-ce que Vincent, lui, il a porté en tant que c'était le côté réalisateur historien, on va dire. Qu'est-ce que lui vous a porté sur le tournage? Lui, c'est plutôt tout ce qui est, si vous voulez, véracité historique, fait historique, dialogue, je pense, situation. Gestuelle aussi, peut-être? Non, il y avait des cascadeurs oui, gestuelle voulait dire sociologique, mais Paul, lui, c'est plutôt la mise en scène pure, le cadre, la direction artistique, la direction d'acteurs. Vincent intervenait davantage sur le contenu des scènes, la dramaturgie plutôt. Sur le dialogue, et puis c'était assez agréable, dès qu'on avait une vraie question historique, il était là en référent pour... Ce qu'il y a de marrant dans ce tournage, c'est qu'il s'est tourné en 18 jours, mais qu'on n'arrêtait pas d'en rajouter des scènes. C'est vrai. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement gentils, évidemment, en ce qui me concerne, ils voulaient tellement te faire plaisir, que je lui disais, tu vois, à ce moment-là, le mec, il pourrait faire ça. Il pourrait sortir à ce moment-là avec un gun et faire « Ah ouais, extraordinaire, attends, je vais en parler à la prod. » Et de pauvre, et c'était sans arrêt, donc j'ai trouvé ça assez touchant, en fait. Un peu enfantin de notre part, particulièrement de la mienne, mais quand même très sympa. Mais c'est ça qui est impressionnant, c'est quand on voit le film... Alors, moi je l'ai vu il y a peu de temps, et là j'ai pas pu le voir du coup sur grand écran, mais déjà 18 jours, il est quand même bluffant, que ce soit sur les costumes, pareil, aussi sur les décors. Est-ce que vous aviez déjà tourné comme ça aussi rapidement un long métrage aussi important? Parce que quand on voit le film à la fin, on se dit je pense que pareil, initialement ça devait être un docu-fiction. Oui. Donc nous,
on s'est pas dit qu'on tournait un film. C'est après au montage que c'est devenu une fiction complète. D'accord. Donc on s'est dit qu'on allait faire au mieux et que ça rentre, enfin, potentiellement ça rentrait dans le cadre, même si non, en fait on avait 2 prises max et c'était très rapide, mais c'est un défi. Ouais, mais c'est subjectif. Moi j'ai fait des scènes dans des films que j'ai tourné en 1 heure, qui étaient des belles scènes, et des scènes où on a pris un temps dingue pour les faire, qui étaient nazes. Donc c'est comme la cuisine, vous savez, on sait pas trop. Hein. 2 fois de cuisine. Oui. On sait pas trop, ouais, on sait pas trop en fait. Mais là il y avait beaucoup d'envie. Oui. Je crois que j'ai la fin en fait. Non, j'ai pas faim, non, mais j'essaie toujours d'être pragmatique. Donc, mais c'est vrai que là, non, la difficulté, là, c'est le peu de temps, bien sûr, mais c'est surtout, il y a beaucoup d'armes, de costumes, de bagarres. C'était technique. C'est pas beaucoup peu de temps avec des gens qui discutent, c'est pas que ça. Il y a des chevaux, il y a des animaux, il y a de l'eau, il y a de la boue, il y a de la terre, il y a beaucoup de choses. Il y a la nuit. Il y a la nuit, il y a les journées, il y a les heures sup. Donc c'est marrant, quoi. Et justement, Hugo s'est entraîné en amont. Est-ce que vous aussi, vous avez subi un entraînement Moi, pas du tout, j'étais complètement... Si, un petit peu. Vaguement, mais après j'ai décidé que mon personnage était Terrestre. erratique, il ne bougeait pas. Donc il ne se battait pas, il avait un flingue, il regardait de loin et il montait à cheval rarement. Bah, moi j'aurais adoré, mais pareil, hein, j'ai un personnage qui... Si, non c'est pas vrai, j'ai dansé. J'ai fait des cours de danse. De danse, comment ça s'appelle? C'est folklorique, non? Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, ça a été très rapide. Alors vos 2 personnages, qui est intéressant que vous soyez là tous les 2, ont un dénominateur commun, qui est Charrette et Hugo Becker. Comment ça a été de travailler avec Hugo? Parce que c'est vrai que vous êtes, sur l'histoire en tout cas, vous êtes ses 2 plus proches. Ouais. Vous êtes sa sœur, vous êtes son bras droit. Comment vous avez travaillé ensemble? Bah, moi je vous dis, c'est lui qui m'a branché sur le... Bien. Moi je vous dis, c'est lui qui m'a branché sur le rôle, donc Oui. ça veut dire qu'il m'aimait bien et qu'il m'appréciait. C'est un garçon charmant, il était meneur dans cette histoire. Si lui, c'était le premier debout, le dernier couché, c'est lui qui menait ses troupes, si je puis dire. Mais c'était un garçon très talentueux, adorable, beau gosse. La totale, hein. Ouais, non, il est bien, c'est un mec bien, Hugo. Non, et puis c'est aussi un excellent partenaire qui est généreux. Et je pense que oui, le fait d'avoir pu se voir pendant 1 semaine avant le tournage a vraiment nous a permis de créer des liens et de faire exister cette histoire de fratrie, parce que il faut que ce soit crédible. Bien, merci Anne, merci Gilles. C'est vrai que quand on disait tout à l'heure, enfin là je reviens un tout petit peu en arrière, mais je me suis dit c'est ça que j'aurais dû dire, par rapport à l'exigence qu'on a eue dans l'écriture du film. C'est une exigence qui était, comment dire, qui était double. Non, je reprends. Il y a une vraie exigence dans l'écriture de ce film, c'est celle d'être honnête. Parce que c'est une histoire assez singulière, c'est pas une histoire anodine. Et d'être honnête, parce que c'est difficile d'être impartial dans l'histoire ou dans un récit en général, parce qu'on est toujours pris un peu par sa vision des choses. Et même si on prétend présenter les faits, bon, on les présente d'une telle manière, on les hiérarchise, on s'attarde sur ce personnage plutôt qu'un autre. Donc c'est très, très difficile de parler d'impartialité. On est toujours pris par sa propre vision des choses. En revanche, on peut essayer d'être honnête. C'est-à-dire ne pas tordre le cou aux faits pour les faire rentrer dans sa vision des choses. Moi, j'aurais été très mal à l'aise justement de commettre des erreurs volontaires. Et donc, c'est une exigence qui était justement double, parce qu'on sait que c'est un film, c'est une thématique qui est un peu abrasive, on en a bien conscience, on sait que c'est un sujet qui n'est pas anodin, qui est une page douloureuse de notre histoire. Donc on sait qu'on peut être attendu sur ces questions-là si on n'a pas cette rigueur historique. Et la deuxième exigence, c'était aussi par rapport à toutes les victimes de cette guerre, d'ailleurs dans tous les camps confondus. Ce film d'ailleurs leur est dédié. On aimerait bien que ce film ne les trahisse pas, finalement, où qu'ils soient aujourd'hui, s'ils nous regardent, qu'ils disent voilà, ce film nous rend hommage avec... pas forcément justice, ça serait beaucoup dire, mais avec justesse. Eh bien, merci Hugo, merci Vincent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons
endormi avec de belles promesses, c'est tout. Mais la paix n'est-elle pas possible? Attrape, mon pute! Crevez vos chevaux, mais capturez Charrette!